je te laisse la parole. Parfait. Alors, bonjour tout le monde. OK, parfait. Bonjour tout le monde. Ce matin, je vais vous parler de l'importance du jeu dans le développement des enfants. Donc, on va voir un peu quel type de jeu prioriser. Bon, je vais revenir à notre plan de présentation. Donc, je suis contente qu'il y ait tant de gens qui se soient inscrits. Je vois ça comme un beau privilège de pouvoir vous parler ce matin. Donc, moi, je suis Véronique Poirier, je suis une psychologue qui travaille en Alberta depuis 9 ans maintenant. J'ai commencé ici, j'ai une carrière au Québec avant, donc j'ai travaillé 10 ans au Québec. Ici, depuis que je suis arrivée, j'ai commencé dans les écoles francophones. Ensuite de ça, j'ai fait un stage de quelques années, je vais l'appeler comme ça, à CBI. Et là, je suis de retour avec un grand plaisir au Franco-Sud. Donc, on va se parler un peu du jeu, puis on va faire des liens avec l'importance du jeu en période de pandémie parce qu'on va voir que ça va permettre un peu aux enfants de s'adapter à plein de choses qu'ils vivent. Puis présentement, on le sait, nos enfants on vit tous plein de choses, fait que peut-être que même ça va pouvoir s'adresser à nous en tant qu'adultes, comment retrouver un peu le jeu pour avoir comme un exutoire pour nos émotions. Alors, au niveau du plan de la présentation, on va d'abord voir qu'est-ce qu'on entend par le jeu. Donc, quand je parle de jeu, moi, à quoi je vais faire référence? Vous allez voir qu'il y a des choses que ça implique, puis il y a des choses que ça implique pas. On va voir l'impact du jeu de ce type de jeu-là sur le développement vraiment neurologique, le développement du cerveau. On va voir l'importance du jeu au niveau de la régulation des émotions. Puis après ça, je vais faire une petite capsule sur quel type de jeu est-ce qu'on peut prioriser, que ce soit à la maison, que ce soit en salle de classe, pour favoriser ces choses-là. Alors, le jeu, dans le fond, moi, ce que je considère comme étant le jeu, c'est le jeu selon l'approche développementale. L'approche développementale, c'est mon approche à moi, c'est mon cadre de référence. Moi, j'ai des formations avancées auprès de l'Institut du Dr. Neufeld. Dr. Neufeld est un psychologue développementaliste qui est en Alberta. Puis dans le fond, l'approche développementaliste, c'est l'approche qui est beaucoup axée sur les théories de l'attachement. Donc, Dr. Neufeld, lui, a fait un bon échantillonnage de la littérature, est allé chercher ce qui s'était fait, a fait des liens entre différents concepts, entre différentes approches. Présentement, ce qu'on voit aussi avec les connaissances au niveau de la neurologie qui sont de plus en plus poussées avec l'imagerie cérébrale et tout ça, c'est que cette approche-là, finalement, est aussi supportée par nos connaissances en neurologie, nos connaissances, je ne sais pas s'il y en a qui ont fait c'est-tu The Brain Story ou la formation par le gouvernement de l'Alberta qui voudrait que tout le monde ait dans leurs écoles, qui est un peu sur l'approche axée sur les connaissances en termes de trauma et tout ça, ben, ça s'inscrit tout à fait dans l'approche développementale. L'approche développementale est une approche où on dit que le besoin de base de l'être humain, c'est le besoin d'attachement, le besoin de se sentir aimé, supporté, d'être dans des relations sécurisantes, sécuritaires. Donc, puis plus on, comme je dis, plus on en connaît en psychologie, plus on se rend compte que oui, on est vraiment dans des créatures sociales, des créatures d'attachement, surtout nos enfants qui, eux, sont en situation de dépendance, et c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut nourrir. On veut qu'ils soient autonomes, mais on veut qu'ils dépendent de nous, on veut qu'ils se retournent vers nous pour aller chercher leur barème, leur cue un peu. Donc, c'est vraiment la base de l'approche, c'est au niveau de l'attachement, comment nourrir ces liens d'attachement-là avec les enfants pour les sécuriser, puis pour mettre de l'avant leur bon développement socio-affectif. C'est aussi une approche où on a comme postulat de base que chaque être humain a en lui le potentiel de devenir un adulte sain, équilibré, de devenir le meilleur adulte possible. Puis ce qu'il faut, c'est lui donner l'environnement qui est riche, qui est enrichissant. Et l'environnement, c'est la relation sécurisante avec les adultes qui s'occupent de lui.
Donc, qu'est-ce que le jeu selon cette approche-là? Je vais commencer par vous dire ce que le jeu n'est pas. Le jeu, c'est pas du travail. Donc, je peux jouer en faisant du piano, en ayant du plaisir, mais quand je suis en train de pratiquer ma leçon de piano, ça, c'est pas un jeu. Donc, c'est important. Donc, les jeux éducatifs, si c'est agréable, c'est le fun, mais si je suis en train de faire le jeu éducatif dans le but d'apprendre une notion concrète et que c'est comme un travail, ça ne compte pas comme étant du jeu. Le jeu n'est pas réel. Donc, le jeu, c'est, il n'y a pas nécessairement de conséquences. On joue à faire semblant. On n'est pas dans le vrai monde. On est comme dans notre univers imaginaire. Le jeu, c'est expressif. Donc, c'est un endroit où on exprime nos émotions, où on exprime notre créativité. Le jeu doit être une activité engageante. Donc, le jeune doit être investi, doit la faire, avoir un certain plaisir. Le jeu, c'est un environnement sécuritaire. Donc, il n'y a pas de conséquences. Tu sais, je vais donner un exemple. Si je joue au Pokémon puis que je perds mes cartes, c'est pas la même type de jeu où si je joue au Pokémon juste pour le fun puis je ne perdrai pas mes cartes à la fin. Donc, il n'y a comme pas de conséquences. Il y a pas... Et c'est correct. Donc, je peux exprimer ma colère, je peux exprimer ma frustration. Et parce que je suis dans un univers où je fais semblant, c'est pas grave, c'est correct, il y a un début, une fin. Et si je suis là, si je suis en train d'exprimer ma colère pour de vrai de le faire de façon inadéquate, là, je ne suis plus nécessairement dans le jeu. Donc, dans le jeu, je peux être qui je veux, je peux faire ce que je veux et il n'y a pas de conséquences dans le monde réel. Donc, dans cet univers-là, le jeu, c'est ce qui permet la liberté d'expression, d'exprimer toutes nos émotions, toutes nos créativités dans toutes les couleurs, sans avoir des conséquences réelles dans le monde réel, sans se faire chicaner, sans se faire... Et ça ne veut pas dire que des fois, quand ça déborde, quand on s'en va ailleurs, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les ramener un petit peu, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de l'encadrement, de l'accompagnement, mais il faut comprendre que cette période de jeu-là, c'est une période où si j'ai envie que mes bonhommes se chicanent fort, 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 c'est correct, on est juste en train de jouer, on est juste en train de faire semblant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que j'accompagne les enfants dans être capable de justement les amener à essayer de lire, à essayer de voir que regarde, là, ton ami a eu de la peine pour de vrai, donc ce n'était plus un jeu. Mais tant qu'on est dans le jeu, c'est correct. C'est juste que des fois, on déborde du jeu. Puis là, c'est important de les accompagner dans être capable de lire ces non-verbales-là, ces cues-là. Mais de façon générale, le jeu, il n'y a comme pas de conséquences. Le jeu, comme on peut voir, ça n'inclut pas les jeux vidéo parce que dans les jeux vidéo, c'est pas très expressif, il n'y a pas de place beaucoup pour l'émotion, il y a de la frustration, tout ça. Mais en fait, les jeux vidéo, ce qu'on voit au niveau neurologique, c'est plus que ça endort les émotions, que ça permet leur expression. Donc, le jeu vidéo peut pas faire partie de ce type de jeu-là dont je vous parle ce matin. Encore une fois, être prudent avec les jeux d'apprentissage. Il ne faut pas penser que tous les jeux d'apprentissage s'inscrivent dans ce type de jeu-là parce qu'il y a souvent une part de travail. Donc, ce n'est pas qu'il ne faut pas faire de jeux d'apprentissage, c'est super, c'est le fun, c'est ludique, mais ça ne remplira pas nécessairement les besoins desquels je parle ce matin. Puis ce qu'on remarque, c'est que depuis 20 ans, les enfants ont perdu 12 heures de temps libre, dont 8 heures de jeux non structurés, à cause du voyagement, à cause de la vie, à cause qu'ils sont au service de garde plus longtemps, à cause du temps d'écran qui mange beaucoup, beaucoup, beaucoup de leur temps de jeux non structurés. Donc, il y a vraiment un impact au niveau du développement de nos enfants parce qu'il y a beaucoup moins de place pour ce type de jeu-là. Les activités de plein air ont diminué de 71 % en une génération, autant aux États-Unis qu'au Royaume-Uni. Donc, encore une fois, ce type de jeu-là est un jeu qui est négligé. La diminution du temps de jeu est en corrélation avec l'augmentation des diagnostics de TDAH. Puis il y a plein d'autres raisons. On n'est pas dans les causes à effet, mais on observe tout ça qu'avec la diminution du temps de jeu, il y a une augmentation des diagnostics de TDAH. On les diagnostique probablement mieux. Il y a plein de raisons, mais on peut quand même se questionner à savoir si ça ne fait pas partie de l'ensemble des raisons. Puis ce qu'on remarque aussi, c'est que les programmes de scolarisation qui commencent la scolarisation formelle trop tôt,
va en fait augmenter le risque d'anxiété, les taux d'anxiété chez les enfants. Donc, il faut vraiment leur donner le temps, l'espace pour jouer. Oups. Quelques données, donc, comme j'ai dit, la diminution du temps d'écran est en corrélation avec l'augmentation des diagnostics de TDAH. Puis les programmes qui commencent la scolarisation trop tôt voient plus d'anxiété. Ce qu'on remarque, par exemple, en Finlande, où on commence l'apprentissage formel de la lecture et de l'écriture vers 7-8 ans, donc pas mal plus tard que nous, on voit que les enfants ont de très, très bonnes habiletés en lecture plus tard. Puis le programme finlandais est beaucoup axé sur le jeu dans le sens où l'apprentissage formel se fait le matin, puis souvent l'après-midi, ils vont jouer dehors, ils explorent. On n'est plus dans l'apprentissage formel, on est dans le jeu, on grimpe, on est en contact avec la nature. Justement, on vient de le voir, ils vont beaucoup moins dehors maintenant qu'avant. Donc, en Finlande, on maintient ça beaucoup. Et on sait que le système finlandais est reconnu comme étant un des meilleurs systèmes d'éducation et pourtant, il y a moins d'heures d'enseignement formel. Puis si on compare avec l'Angleterre, qui, eux, commencent l'enseignement formel à l'âge de 3 ans, les élèves ont des performances beaucoup plus faibles au niveau de la lecture et de l'écriture. Encore une fois, des systèmes complètement différents, des cultures complètement différentes. Donc, il y a probablement beaucoup de choses qui viennent jouer dans ces différences-là. Par contre, on sait que, de toute évidence, le jeu juste informel, non structuré, pas d'écran, pas directement axé sur les apprentissages formels est vraiment, vraiment, vraiment formateur pour l'enfant. L'enfant a besoin de jouer. Ce qu'on voit, c'est que c'est l'activité ludique qui fait la différence au niveau du développement du cerveau. C'est le jeu qui permet de construire le cerveau pour lui permettre après d'être plus disponible aux apprentissages et à la résolution de problèmes. Donc, ce qui est important aussi de se rappeler, c'est qu'au-delà du jeu, donc là, on vient de voir le jeu, là, c'est vraiment quelque chose de non structuré, c'est quelque chose de libre, c'est quelque chose qui laisse place à la créativité, c'est quelque chose qui n'est pas dans le monde réel, donc on fait semblant, on joue, on ne l'inscrit pas dans le monde réel, ce n'est pas les mêmes conséquences, donc c'est correct que nos bonhommes se battent, c'est correct parce que ce n'est pas vrai. Mais ce qui est le plus important au niveau du jeu, c'est seulement dans le contexte d'une relation sécurisante que ça va permettre d'avoir ce développement-là neurologique auquel on aspire. Donc, ce qu'on sait, c'est que l'être humain, dans le fond, c'est un petit peu comme une plante. Hein? Puis comme une plante, on ne peut pas tirer dessus pour qu'elle pousse plus vite. Si on regarde en Angleterre, 3 ans pour commencer l'apprentissage formel de la lecture, de l'écriture, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas voir les lettres, ça ne peut pas dire qu'on ne peut pas jouer avec des lettres. Ça veut dire que commencer l'apprentissage formel, le cerveau n'est pas rendu là de toute manière, fait qu'on met beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie dans quelque chose où on n'est pas au moment optimal. Donc, comme une plante, on ne peut pas tirer dessus pour qu'elle pousse plus vite. Bien, l'enfant, on ne peut pas tirer dessus pour qu'il mature plus vite. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est lui donner un environnement sécurisant, une relation où il sait qu'il peut compter sur nous, il sait qu'on l'aime, il nous aime aussi. Et dans cette relation-là, c'est comme si on lui procure tout l'engrais dont il a besoin, on lui procure l'eau dont il a besoin, on lui procure le soleil dont il a besoin quand on le regarde, quand on lui sourit, tout ça, et c'est comme ça qu'il va pousser. Puis comme les plantes, il y en a des fois qui ont besoin d'un petit tuteur pour pousser un petit peu plus droit, donc un petit peu plus d'instruction, un petit peu plus de structure. Comme les plantes, il y en a qui poussent plus facilement. Moi, les pissenlits chez nous sont beaux, 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 sont gros, sont nourris, puis je fais rien. Là, je ne suis vraiment pas bonne en jardinage. Et pourtant, mon pissenlit est heureux parce que ça pousse comme ça pousse facilement. Puis il y a d'autres plantes, d'autres enfants qui sont plus délicats, que c'est plus coton. On a nos pissenlits qui poussent facilement partout, puis qui sont heureux dans tout, peu importe le sol. Puis on a nos orchidées qui sont plus fragiles, qui ont besoin d'un petit peu plus de soins. Fait que je pense que c'est vraiment de voir ça comme une plante qu'on ne pousse pas, mais on nourrit l'environnement. Et c'est ça qui va permettre au jeu d'aller chercher, d'aller donner ses fruits.
Donc, on va aller un petit peu au niveau du développement neurologique. Donc, je pense que ce qu'il faut aussi se rappeler, c'est que le développement du cerveau dans des conditions optimales, les meilleures conditions, là, pas de trauma, pas de chicane de parents, pas de, tu sais, un environnement stable, un enfant qui réussit relativement bien à l'école et tout ça, ça va se développer au moins jusqu'à l'âge de 25 ans, si tout va bien. Hein? Si jamais il y a des chicanes, des traumas, des ci, des ça, ça va être plus long, des troubles neurologiques. Ça peut prendre plus de temps, mais un cerveau complètement fonctionnel, puis surtout, on a tous nos moments où notre cerveau est moins fonctionnel, fait que je mets vraiment complètement fonctionnel avec des gros guillemets, mais ça va au moins jusqu'à 25 ans. Donc, il faut être patient avec nos enfants parce qu'eux, ils n'ont pas le cerveau encore assez développé pour comprendre un paquet de choses, pour gérer un paquet de choses, gérer un paquet d'émotions, gérer un paquet de frustrations. Mais le jeu va permettre d'aider, de supporter ce développement-là. Donc, ça prend du temps. Encore une fois, comme une plante, on ne peut pas tirer pour que ça aille plus vite. Il faut juste fournir cet environnement-là, ces expériences-là et cette relation-là sécurisante pour que l'enfant puisse se développer. Là, je vais vous parler des fonctions du cerveau droit, du cerveau gauche, hémisphère droit, hémisphère gauche. Je pense que c'est important de se rappeler, par contre, que quand on dit « est-ce que je suis un hémisphère droit dominant ou un hémisphère gauche dominant », ça, c'est un mythe. OK? Notre cerveau est construit en sorte que certaines zones du cerveau s'occupent plus de certaines habiletés. Par contre, tout travaille toujours ensemble en conjoncture. Donc, on n'est pas plus hémisphère droit ou hémisphère gauche, on est toujours les deux, mais chaque hémisphère s'occupe de certaines fonctions un peu plus que l'autre. Donc, l'hémisphère gauche, ça, c'est notre rationnel. L'hémisphère gauche, c'est là que se situe le langage, l'analyse des faits, les connaissances, l'information. L'hémisphère gauche va regarder beaucoup plus les détails, les règles. L'hémisphère gauche est là pour trouver les réponses, tout ce qui est logique, rationnel. Ça, c'est plus notre côté gauche. Notre côté droit, lui, c'est le côté qui va chercher à avoir une vue d'ensemble sur ce qui se passe, chercher à donner du sens aux détails. Fait que si je regarde des nuages et je vois une fleur, on s'entend qu'il n'y a pas une vraie fleur dans le ciel, là, mais ça, c'est mon hémisphère droit qui est en train de faire du sens avec ce qu'il voit, en train de donner une signification. L'hémisphère droit est meilleur pour considérer le contexte, donc voir un peu plus large, être capable de faire mes inférences. C'est mon hémisphère qui est un peu plus créatif. Puis je pense, pour vous donner un exemple un peu des deux hémisphères, moi je me rappellerai toujours dans mes cours de bac, ça fait déjà longtemps, j'avais vu une vidéo sur une femme qui avait reçu ce qu'on appelle une callosotomie, donc elle, le corps calleux, la partie qui relie nos deux hémisphères du cerveau, parce qu'elle avait des grandes crises d'épilepsie, on lui avait coupé le corps calleux pour arrêter les crises d'épilepsie. Et peu de temps après la chirurgie, bon, l'hémisphère gauche contrôle la main droite et l'hémisphère droit contrôle la main gauche. Fait qu'elle choisit son linge le matin et son hémisphère droit, son bras gauche, va prendre un vêtement qu'elle a vraiment envie de mettre. C'est le côté impulsif, c'est le côté créatif. Puis l'hémisphère gauche qui trouve que c'est pas approprié pour le bureau, prend le vêtement, la main droite prend le vêtement et le remet dans le garde-robe parce que les deux hémisphères ne s'entendent pas, voient les choses différemment. C'est vraiment là-dedans qu'on peut voir, hein, avec... on peut analyser nos hémisphères beaucoup avec les gens qui ont justement des opérations ou des gens malheureusement qui ont des accidents de voiture. C'est là qu'on a pu aller chercher beaucoup de connaissances sur comment nos hémisphères fonctionnent, mais c'est fascinant de voir comment ils fonctionnent différemment. Avec le temps, après l'opération, ils finissent par trouver d'autres façons de communiquer entre eux, puis à un moment donné, la madame ne fait plus ça parce que ça devient long s'habiller le matin, mais il y a vraiment des fonctions différentes. Donc, l'hémisphère droit, c'est l'hémisphère qui a besoin d'expérience, puis pas d'information pour se développer. Donc, il a besoin de faire des choses,
d'expérimenter, de manipuler. Lui, c'est comme ça qu'il comprend et qu'il voit les choses, alors que l'autre, on peut lui donner de l'information plus concrète, plus littérale, puis il va un peu plus l'assimiler. L'hémisphère droit, lui, c'est vraiment au travers de l'expérimentation. Donc, le jeu, c'est une façon d'offrir des expériences à l'enfant, de lui permettre d'expérimenter d'autres réalités, de se mettre à la place des autres, de vivre des émotions des autres, de se sentir comme un super-héros, de sentir, de vivre le monstre, de vivre... Hein? Donc, on expérience plein de choses au travers du jeu, au travers des jeux de rôle, au travers des mises en scène, du théâtre, mais la créativité, ça peut être aussi des dessins, tout ça. Et c'est comme ça qu'on lui permet, on raconte des histoires, on permet de nourrir l'hémisphère droit qui a besoin de ces expériences-là pour vivre et comprendre les choses différemment. Les impacts positifs du jeu au niveau du développement neurologique. Donc, ce qu'on remarque, c'est que les enfants qu'on laisse jouer comme ça, sans trop de limites, sans trop de structure, qu'on les laisse juste s'amuser, ont des meilleures capacités d'autorégulation. Donc, quand on peut sortir nos émotions dans les jeux, dans la créativité, après ça, c'est comme si justement ces émotions-là ont eu un exutoire. Donc, se calmer, s'apaiser, c'est plus facile. Puis on sait que nos enfants, l'autorégulation, c'est pas toujours... Enfin, je suis sûre que vous avez tous des noms en tête. Donc, leur permettre de jouer, d'extérioriser toutes ces grosses émotions-là au travers du jeu, c'est génial. Ça permet vraiment d'aider à tout ça. Ça développe la capacité de réfléchir, de regarder, d'écouter, de ressentir avant d'agir, parce qu'on le fait dans le jeu, on le fait dans un moment où c'est pas vrai, on le fait dans un moment où on a nos petits personnages, puis on les fait réagir ou réagir de certaines façons, agir de certaines façons. Donc, nous, ça nous permet après ça de l'intégrer un peu mieux en tant qu'enfant. Quand on va pas tout le temps, ça peut prendre du temps, ça prend des répétitions, mais ça permet de commencer une émergence, d'intégrer, de voir des façons différentes, d'amener les choses. Puis aussi au niveau du jeu, ben, quand l'enfant joue, il est concentré sur ce qu'il fait. Donc, ça permet de pratiquer la concentration sélective sur le jeu. Ça élimine les distractions. Ça permet aussi de retenir l'information parce que si je veux savoir où j'en suis dans mon jeu, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi mon scénario, tout ça, bien là, je suis en train de pratiquer toutes ces habiletés-là. Donc, au niveau du développement vraiment neurologique, pour ce qui va être utile concrètement aux apprentissages formels, le jeu permet de mettre des bases vraiment importantes et significatives. Maintenant, le développement affectif, parce que ça vient aussi jouer au niveau, j'ai parlé d'autorégulation, donc c'est un peu plus ça qu'on va regarder maintenant. Donc, ce qu'on sait au niveau du développement affectif, c'est qu'une émotion, elle doit être exprimée, elle doit être sentie, elle doit être vécue, elle doit être idéalement même nommée, quoique des fois, nos enfants n'ont pas toujours les mots et tout ça, mais on doit exprimer notre émotion, ça doit sortir pour que le développement de l'enfant aille vers un bien-être, pour que ça donne un fonctionnement affectif sain. C'est plate, il faut que ça sorte. La frustration, il y a des façons de l'exprimer, mais ça doit sortir. On ne choisit pas nos émotions, on choisit ce qu'on fait avec nos émotions, par contre. Puis nos enfants, ben parce qu'ils n'ont pas le cerveau tout à fait développé, on l'a dit, parce qu'ils n'ont pas un lobe frontal très fonctionnel, ne sont pas toujours en mesure de bien choisir, ou même de choisir tout court ce qu'ils font avec nos émotions. Nous autres aussi, des fois, en tant qu'adultes, on est super émotifs, puis on a des réactions qu'on fait « Oups, là, si j'avais eu à choisir, c'est pas comme ça que j'aurais réagi. » Fait qu'il y a une partie dans ce qu'on exprime dans nos émotions qu'on ne choisit pas tant que ça, mais n'empêche qu'elle doit être exprimée. L'émotion, elle doit sortir pour un équilibre psychologique. Donc, c'est le jeu qui préserve la santé psychologique puis le bien-être émotionnel en permettant justement aux émotions de s'exprimer, encore une fois, dans un contexte où, parce que c'est un jeu, parce qu'on fait semblant, c'est pas vrai, c'est pas réel, il n'y a pas de conséquences. Donc, c'est une façon, c'est un exutoire que la nature a donné au cerveau
pour sortir ce trop-plein-là d'émotions sans blesser tout le monde. Fait que c'est hyper, hyper, hyper important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nos émotions, c'est des vagues, hein? Ça va, ça vient. Une émotion, ça arrive, ça monte. Normalement, elle devrait diminuer. Et c'est en les exprimant que ces émotions-là peuvent diminuer. Si on ne les exprime pas, soit on va être bloqué, hein, on va devenir très, très, très défensif, puis les émotions vont juste sortir en explosion parce qu'on ne sera pas capable de sentir les émotions plus vulnérables, ou sinon, elles vont sortir de façon déplacée, elles vont sortir ailleurs. Donc, s'il y a beaucoup de chicanes à la maison, puis moi, ça me fait vivre beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress puis de frustration, puis en tant qu'enfant, je ne peux pas le nommer comme ça, encore une fois, on ressent des choses, mais on ne peut pas les nommer. Je sens que papa et maman ne sont pas attentifs à mes besoins, mais enfin, tu sais, dans un cerveau d'un enfant de 6-7 ans, c'est pas comme ça qu'il va le nommer, le structurer, mais c'est quand même ça qui se passe. Des parents qui sont en train de chicaner, ils ne sont pas en train d'être disponibles affectivement, émotivement à leur enfant. Donc, l'enfant va se sentir tout seul, sans être capable de vraiment le ressentir, sans être capable de le nommer. Bien, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire un enfant qui, à l'école, va chicaner avec tout le monde. Ça va être un enfant qui va décider qu'il tape sa petite sœur parce que l'émotion est là, mais elle ne peut pas sortir de la bonne façon, à la bonne place. Alors, elle va être déplacée. Quand les enfants sont bouleversés, ce qu'on se rend compte, c'est que les thèmes qui les préoccupent sont exprimés au travers des jeux. Donc, ça leur donne cet exutoire-là d'exprimer tout ce bagage-là émotif sans subir de conséquences négatives, ce qui est une bonne chose. Donc, les mises en scène, les jeux de rôle, hein, c'est toutes des choses qui permettent de jouer avec des petits bonhommes, tout ça, même faire des dessins, c'est des choses qui permettent d'explorer tout ce bagage émotif-là, mais de façon sécuritaire. Si papa puis maman se chicanent beaucoup, puis moi, je me sens tout ça, comme je dis déjà là, d'être capable de l'identifier, de le nommer, des enfants maternelle, première, deuxième année, puis même plus vieux, même des adultes, il y en a tout plein qui ne sont pas capables d'aller identifier ces choses-là puis de les nommer. Et surtout, je peux pas, donc, je ne peux pas l'identifier, mais même si je pouvais l'identifier, est-ce que je suis vraiment capable d'aller dire à papa puis à maman, vous savez, quand vous vous chicanez, là, je ne me sens pas supportée, je ne me sens pas aimée, il y a un risque de se faire chicaner aussi, de ne pas être compris, de perdre cette relation-là. Donc, le jeu va permettre de sortir ce qui est comme trop difficile à aborder pour l'enfant, ce qui est trop lourd émotivement. Le jeu va être un exutoire pour tout ça, puis va permettre un peu plus de résilience. Un exemple que je peux vous donner dans des choses émotives qui sont très, très difficiles à gérer, puis quand je vous dis, moi, l'attachement, c'est ce qui est le plus important. Dans la mesure où l'attachement, c'est ce qui est le plus important, la rupture d'attachement, la perte du lien d'attachement, c'est aussi ce qu'il y a de plus blessant. Puis on remarquera que dans la plupart des contes de fées, il y a une rupture d'attachement à quelque part. On a tellement d'enfants dans ces contes de fées-là qui sont orphelins, un parent qui est décédé. En fait, je pense à Blanche-Neige, Cendrillon, Frozen. Nommez-les, il y a un parent qui est décédé, là, ou deux. Sinon, fait que c'est comme si les contes de fées qui ont passé au travers des temps, c'est pas pour rien qu'ils ont passé au travers de toutes ces générations-là et au travers des temps, c'est parce qu'ils vont chercher nos schémas archaïques et cette peur de l'abandon. Donc, les enfants peuvent un peu toucher cette peur-là qui est la peur ultime d'être abandonnés au travers du conte et par le fait même l'apprivoiser un petit peu et apprivoiser cette grande, grande, grande anxiété-là. Face à la séparation, comme je vous ai dit, ça, c'est ce qui est le plus traumatisant. Puis des séparations, ça peut être juste un parent qui n'est pas émotivement disponible. Ça peut être présentement de la séparation, là, en COVID, on en vit dans le tapis. On est séparés de nos routines habituelles, on est séparés de l'école, on est séparés de nos amis, puis même nous, en tant qu'adultes, hein, moi, je l'aime bien, là, mon mari, là, mais on est isolés dans la maison, puis j'ai hâte d'avoir du contact avec du vrai monde, puis tout ça. Donc, les 3 réactions face à la séparation, puis comme je dis présentement, en temps de COVID,
il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. La première chose, c'est la poursuite. Donc, on essaie de se rapprocher. Donc, si chaque maman est déçue parce que j'ai fait quelque chose de pas correct, bien, peut-être que là, je vais faire mon super cute, puis je vais faire mon fin, fin, fin pour essayer de reconnecter. Si je perds mon enfant dans le centre d'achat, première affaire, l'alarme, d'abord, je suis stressée, puis après ça, je vais faire tout ce qu'il faut pour le retrouver. Puis à la fin, peut-être que quand une fois que je vais l'avoir trouvé, là, ça va être la frustration. Puis comment ça, tu t'es parti sans moi, puis tu étais où? Puis hein? Mais la poursuite va être super importante. Là. Tant qu'on n'est pas revenus ensemble, c'est pas mal ça qui prend toute la place. Puis je sais pas vous, mais moi, en tant que COVID, j'ai pris des verres par Zoom avec des amis, même des amis du Québec que je voyais pas si souvent que ça, mais avec le COVID, c'est comme là, j'ai besoin de reconnecter. Je prends l'apéro avec mes parents toutes les semaines. Je n'étais jamais régulière comme ça. Ma soeur, petite tranche de vie, ça faisait 10 ans que je ne la voyais pas. Puis là, tout d'un coup, on fait des apéros en famille à toutes les semaines. Donc, en tant que COVID, on veut retrouver un peu un sens de normalité. On a peut-être commencé à faire des activités qu'on ne faisait plus depuis longtemps. On essaie comme de reconnecter un peu comme une poursuite, un retour à nos connexions. L'autre, face à la séparation, une autre émotion qu'on peut vivre, il y en a trois principales, c'est l'alarme. Fait que c'est l'anxiété qui est là. Hein? L'alarme, c'est tout d'un coup, j'ai peur, mon enfant qui s'inquiète pour ses parents, tout d'un coup peut se mettre à avoir peur des monstres en dessous de son lit, avoir peur du noir. Donc, c'est tous des déplacements de peur de séparation. Et l'autre, c'est évidemment la frustration, fait que la colère, l'agressivité. Donc, ça, ces émotions-là sont toutes importantes pour grandir, s'adapter, apprendre à faire face à l'adversité. C'est correct de se sentir anxieux parce qu'on apprend qu'on passe au travers. Puis en ces temps-ci, ben, c'est normal de se sentir anxieux parce qu'on entend plein de nouvelles et tout ça. Puis on va se rendre compte qu'on est résilient puis qu'on est capable de trouver notre équilibre. Ces émotions-là nous permettent toutes de nous adapter, nous, aux choses qu'on ne peut pas changer. Et c'est une occasion pour grandir, une occasion pour montrer notre résilience. Fait que c'est pas nécessairement toujours agréable quand ça arrive, mais ça peut mener à des très, très, très belles choses si on peut les exprimer. Quand on est submergé par ces émotions-là, souvent, ce qui va arriver, c'est que, hein, j'ai parlé qu'on va les déplacer, on va les bloquer, mais c'est qu'on va perdre l'habilité à sentir nos émotions qui sont les plus vulnérables. Puis on sait, nos enfants qui sont très, très anxieux, nos enfants qui sont très, très frustrés, nos enfants qui sont très, très préoccupés par les liens d'attachement. Moi, si je regarde, ça a donné que cette année, quand j'ai recommencé au Franco-Sud, j'ai travaillé beaucoup avec des petits gars de maternelle en trouble d'opposition, puis assez colériques. Bien, c'est des enfants qui pleurent pas beaucoup des larmes de tristesse. C'est des enfants donc qui s'adaptent pas beaucoup à leur milieu, qui sont pas capables de sentir ces émotions-là vulnérables. Fait que c'est ça qu'il faut qu'on travaille avec eux. Donc, quand les émotions sont trop fortes, quand on est trop submergé, ce qu'on perd beaucoup, c'est la capacité de connecter avec notre vulnérabilité. Donc, ce qu'on comprend aussi, c'est que plus un enfant ou une personne, ça s'applique aux adultes aussi, plus on vit des émotions, mais moins on est capable de vivre des sentiments. Donc, l'émotion, c'est ce qui est là, en dessous. Le sentiment, c'est ce qui est ressenti puis exprimé. Donc, plus on vit d'émotions, puis en même temps, moins on vit de sentiments, bien à ce moment-là, plus on a de comportements problématiques. Hein? Plus on va être explosif, plus on va être colérique, plus on va être agressif, plus on va être anxieux, plus on va être déprimé parce qu'on garde tout ça en dedans. Encore une fois, si je pense à mes petits cocos de maternelle, c'est des enfants qui vivent des situations souvent compliquées avec des parents qui peuvent vivre des conflits et tout ça. Fait que c'est très, très émotiogène, mais en même temps, ils ont de la misère à toucher leur vulnérabilité. Ils ont de la misère. Alors, ce que ça fait, c'est que ça sort en volcan, ça sort en explosion, puis ça sort en trouble du comportement. Le jeu est un exutoire qui va permettre de relâcher toutes ces émotions-là qui vont être emmagasinées. Donc, on voit les émotions sans être submergé parce qu'il y a comme une distance.
Donc, si je suis un enfant, encore une fois, je vais prendre l'enfant avec l'exemple où les parents se chicanent beaucoup, ou sinon, les parents sont séparés, mais papa, je le vois plus souvent, ou maman, tu sais, ça peut être maman aussi. Hein, c'est des émotions qui sont super difficiles à vivre. Un parent qui est plus là, qui donne plus de contact, c'est un sentiment d'abandon épouvantable. Qu'est-ce qui est pas correct avec moi? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Donc, c'est des grosses, grosses, grosses émotions et c'est des émotions qui sont beaucoup trop vulnérables pour un enfant à toucher. Ça fait mal de dire « papa m'a abandonné, puis je me sens pas assez aimée par papa parce que là, il est rendu ailleurs. » C'est gros. Donc, on ne peut pas voir cette émotion-là dans tout ce qu'elle est parce que c'est beaucoup trop lourd à porter. Donc, le jeu permet de sortir ces émotions-là, de les aborder, mais sans nécessairement voir le vrai nœud qui est en dessous. On n'a pas besoin de voir le vrai nœud qui est en dessous parce que ça serait trop difficile à porter. C'est correct qu'on voit juste les petites émotions puis qu'on sorte juste les émotions en surface. C'est parfait. On n'a pas besoin d'aller toucher le noyau. Donc, le jeu permet de voir ces émotions-là, mais sans être submergé parce qu'il y a une distance, parce que c'est pas vrai, parce que c'est pas tout à fait moi, parce que c'est un monde imaginaire. Je peux aborder ça sans me sentir, moi, trop connectée avec ces émotions-là. Donc, le jeu, c'est un endroit sécuritaire qui n'est pas réel, où je peux vivre plein de choses, encore une fois, sans conséquences réelles, et c'est correct. Donc, il n'y a pas de blessure trop importante. Tu sais, je peux dessiner toute ma colère. Je peux faire un gros, gros dessin avec juste du noir, puis du rouge, puis des barbeaux, puis du sang, puis des couteaux. C'est pas dans la vraie vie. Je ne suis pas en train de vivre quelque chose dans la vraie vie. Je suis juste en train de l'exprimer sur mon dessin. C'est correct. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il y a des choses qui vont devoir être répétées souvent pour que les connexions neurologiques se fassent bien, pour que le cerveau se développe bien. C'est correct de répéter des scénarios souvent, 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 parce que c'est comme ça que ça sort. Ça assouplit les défenses développementales, puis ça permet de revenir à notre émotion qui bouge en vague, qui va, qui vient, et ça permet d'avoir la guérison des blessures affectives. Pas tout, mais c'est vraiment un outil important que la nature nous a donné pour être capable de prendre soin de nous. Ah ah! T'as une minute? Je sais pas pourquoi celle-là, elle va mal. OK, bon, là, je m'excuse, ma diapo n'est pas tout à fait adaptée. Là. Au niveau de ma mise en page, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais ce que je vous montre ici, c'est des jeux pour apprivoiser, dans le fond, différentes choses. Donc, pour apprivoiser l'alarme ou l'anxiété, c'est la petite partie qu'on ne voit pas ici. Hein? Ça, c'est... Donc, comment est-ce qu'on apprivoise ces émotions-là? C'est en jouant avec des jeux de monstres, en se contant des histoires de peur. Donc là, je suis dans un monde où je touche des choses anxiogènes, mais c'est pas vrai, c'est pas dans la vraie vie. Le monstre, il est pas là pour de vrai, mais je joue au monstre, ou je joue qu'il y a des monstres, ou je raconte des histoires qui sont pas vraies, mais ça me permet de toucher un petit peu puis d'apprivoiser un petit peu mon anxiété. Jouer aux malades présentement en pandémie, jouer au docteur, tout ça, ça me permet d'apprivoiser ces choses-là dans un univers où c'est pas vrai, c'est sécurisant. Apprivoiser la séparation, jouer à cache-cache. On est là, on n'est pas là. On va se faire trouver, on va se pas faire trouver. C'est une façon d'apprivoiser cette séparation-là, jouer à être orphelin, encore une fois, se faire des scénarios, tout ça, lire les histoires. Ça permet d'apprivoiser cette peur-là, puis qu'elle devienne moins envahissante, moins peur. Apprivoiser la frustration, faire des jeux de construction, faire des tours avec des blocs, tout ça, puis là, on peut les démolir, puis là, la frustration, elle sort, mais vraiment juste aussi au niveau de la construction, de faire des casse-têtes, faire des puzzles, résoudre des problèmes, faire des montagnes, des cabanes en couverte, tout ça, ça permet d'aller chercher cette créativité-là, puis d'aller explorer cet élément-là de frustration parce que quand ça ne marche pas, c'est pas si grave. Il n'y a pas des conséquences réelles dans la vraie vie. Faire fonctionner des choses,
Puis pour sortir le trop-plein d'agressivité, des fois, là, quand on est trop frustré puis qu'il n'y a pas d'autre porte de sortie puis qu'on ne peut pas toucher notre vulnérabilité, c'est correct de frapper, de crier, de sortir le trop-plein dans un environnement sécuritaire sans conséquences réelles. Les batailles, les petits gars là, qui chamaillent, c'est important. Il faut les avoir à l'œil. C'est important de bien comprendre c'est quoi un vrai jeu de bataille. Dans un vrai jeu de bataille, jouer au roi de la montagne, là, les rôles s'échangent. Il n'y en a pas un qui domine tout le temps les autres. Fait qu'il faut les avoir à l'œil. Il faut s'assurer que ça se passe bien parce que oui, les jeux de bataille, c'est cute jusqu'à ce que ça soit plus cute. Mais si on peut les maintenir quand c'est cute, c'est super important. Ça permet vraiment de sortir le trop-plein. Les petits gars, puis les petites filles aussi, là, mais les chamaillages, les jeux de bataille, quand c'est en jeu, quand c'est ludique, comme je dis, on a peur de ça beaucoup, puis je dirais moi la première, mais quand c'est bien fait, quand c'est bien monitoré par des adultes qui s'assurent que ça déborde pas, ça permet d'avoir une meilleure lecture des signaux non-verbaux, ça permet d'avoir des meilleures habiletés sociales. Donc, c'est important le chamaillage puis le bagarrage, puis on a complètement enlevé ça et c'est dommage. Puis oui, il y a une partie qu'il faut vraiment les surveiller de proche parce que oui, ça peut dérailler vite, là. Puis on a des petits cocos qui sont jamais capables de voir les limites. Ça, je comprends ça tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais on a peut-être jeté un petit peu le bébé avec l'eau du bain là-dessus. Les jeux de guerre aussi, hein, jouer aux super-héros, jouer... Donc ça, c'est toutes des choses qui permettent d'apprivoiser la frustration. Les terrains de jeu pour l'émotion, qu'est-ce qu'on peut faire, encore une fois, d'autres idées de jeu pour permettre d'exprimer toutes ces émotions-là? Donc, le dessin, la peinture, sortir cette créativité-là, le bricolage. Et là, je vais faire une mise en garde. Quand je parle de dessin, peinture, bricolage, je parle vraiment de choses où il n'y a pas de règles à suivre. On dessine ce qu'on veut. On peut avoir un petit peu de brainstorming avant, mais je veux vraiment faire la distinction entre le dessin et le bricolage formel où là, tous les enfants font les petites boules en papier de soie rouge pour faire la pomme, puis les pommes sont à peu près toutes pareilles. C'est le fun, les bricolages, c'est important, ça permet de travailler la motricité fine, suivre les règles, tout ça, mais ça ne permet pas à l'expression de l'émotion. C'est pas de ça que je parle. C'est pas que le bricolage plus structuré n'est pas important, on n'est pas là en ce moment. C'est important qu'il y ait aussi des moments où c'est donc, faites donc ce que vous voulez. Allez-y, amusez-vous. Vous avez du papier, vous avez des ciseaux, vous avez de la pâte à modeler, vous avez de la peinture, des crayons. Amusez-vous, dessinez ce que vous voulez, faites ce que vous voulez. Ces moments-là sont importants aussi. Au terrain de jeu, mise en scène, théâtre, le rire, l'humour, la danse, le mouvement pour sortir tout ça, pour s'exprimer. Encore une fois, une différence entre je fais mon cours de ballet ou je danse pour m'amuser. Le chant, la musique, c'est la même chose. On peut sortir notre trop-plein, on peut chanter tout le monde ensemble, on peut sortir des tambours puis se mettre à créer un orchestre. Puis, différence entre ma pratique de piano et je me mets sur mon piano pour sortir mon énergie ou pour me recueillir ou pour aller avoir ce processus-là émotif, les jeux de mots, l'ironie, inventer des histoires, écrire des histoires. Donc là, on va pouvoir faire un lien avec ceux qui aiment écrire. Ça peut être ludique, l'écriture, ça peut être un bel exutoire, l'écriture, les taquineries, les foleries, faire des jeux de rôle. Donc, vraiment avoir des jeux où la créativité, l'expression des émotions est là, c'est essentiel. Et comme je dis, malheureusement, nos enfants le font moins qu'avant. Et vraiment, au niveau du développement, pour l'ensemble de leur petite personne, ça va être essentiel. Sur ce, je vous remercie de votre temps, de votre écoute. J'espère que ça vous a... que vous avez aimé ça. Est-ce qu'il y a des questions et des commentaires?